Ce jeudi 23 novembre 2023, Horizon Multimédia a organisé un webinaire questionnant la place des écrans dans le développement des jeunes enfants, animé par Rémi Arakelian et ayant pour invité Elisabeth Baton-Hervé, docteure en sciences de l'information et de la communication. Bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde. Donc bienvenue tout le monde au webinaire Parents branchés animé par l'association Horizon Multimédia. Donc moi c'est Rémi. Je voulais remercier tout d'abord tous ceux qui sont présents pour ce webinaire, également l'Agence régionale de santé et également la CAF qui soutiennent nos actions. Et aujourd'hui on a la chance d'avoir avec nous Madame Baton-Hervé Elisabeth. Donc bonjour Madame Baton-Hervé. Bonjour et Vous bonjour allez à bien? tous. Très bien, merci. Donc, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes spécialisé dans les relations enfant-écran et sur les médias numériques. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et puis qu'on commence déjà par un petit constat sur aujourd'hui comment les jeunes enfants utilisent les écrans. Très bien. Écoutez, c'est vrai que je tiens à rappeler tout de même les recommandations des experts, mais notamment aussi de l'ARCOM, qui est l'ancien CSA, en matière d'âge par rapport aux écrans. Tous ces experts maintenant s'accordent pour convenir que les écrans ne sont pas adaptés avant l'âge de 3 ans. Alors, je vais maintenant partir d'un constat qui émane d'une étude conduite par la cohorte ELF. C'est une étude longitudinale et d'envergure nationale. Donc, concernant la présence des jeunes enfants devant les écrans, à 2 ans, il y aurait 83% des enfants qui regardent la télévision, excusez-moi, et 27% qui jouent sur un ordinateur, et enfin 20% qui utiliseraient un smartphone. Et chez les 5 ans et demi, c'est déjà un chiffre, ce sont des chiffres un peu plus importants. 98% des enfants de 5 ans et demi regardent la télévision, 54% jouent sur une tablette ou sur un ordinateur et 26% utilisent un smartphone. Alors, si j'ai rappelé quand même les recommandations au niveau national, c'est juste pour montrer que quand même, malgré ces recommandations, il y a encore beaucoup d'enfants de 2 ans devant les écrans. Parce que si on totalisait télévision, ordinateur, smartphone, ça fait vraiment beaucoup encore. Tout à fait. Il y a justement, je suis retombé sur une étude en faisant mes recherches de 2009 qui montrait que qui est très ancienne déjà pour montrer que l'âge moyen de la première exposition c'était à la télé c'était de 4 mois. Et une autre étude en 1997 et 2014 montre que le temps d'écran chez les moins de 2 ans a doublé. Donc ce que vous dites, voilà, c'est appuyé aussi par une dimension historique. Enfin, on le voit au fil des années. Alors, ce que je voudrais rajouter, c'est que, bien sûr, s'il y a des enfants, des tout petits devant les écrans, c'est qu'il existe une offre commerciale et qui fait la promotion de tous ces écrans et des contenus qu'ils véhiculent auprès des parents en leur faisant miroiter l'éducation. Le mot éducatif est très présent dans ces promotions. L'éveil, enfin les tout petits apprendraient via ces écrans les chiffres, les lettres, ils pourraient même être bilingues. Donc il y a une forte promesse publicitaire qui peut effectivement appâter certains enfants. Donc effectivement, comme vous dites… je voulais dire aussi. Donc effectivement, en fait,
quelque part, constater que le temps d'écran augmente, même chez les plus petits, ça revient à enfoncer une porte ouverte, au final. On le voit depuis plusieurs années, c'est quelque chose qui s'accentue. Et d'où la nécessité, justement, de faire de la prévention, d'accompagner. C'est tout l'objectif, justement, de ce webinaire et de tout ce que nous, on met en œuvre auprès des parents, des professionnels et des publics quand on intervient. Et justement, ça se corrobore avec toutes les études. Il y a l'Ipsos en 2023 qui disait qu'il y a en moyenne 6 écrans par foyer. Il y a seulement 12% des parents qui sont sereins sur la consommation numérique de leurs enfants. Donc, c'est un chiffre qui est relativement faible. Hein. Voilà. Donc justement, on entend beaucoup de parents qui face à ce discours qui peut être alarmiste. L'idée, c'est justement d'être pragmatique et d'essayer de trouver des solutions pour quelque part apporter à son enfant le sujet, hein, rappelons-le, hein, d'aujourd'hui, c'est la place des écrans dans le développement des jeunes enfants, donc sur la santé et le développement. Déjà, de quels impacts on parle? Oui. Alors, effectivement, ces expositions précoces et parfois prolongées aux écrans ne sont pas sans effet. Alors, il y a des effets sur le langage, puisque le plus souvent, si les parents mettent leur tout petit devant l'écran, c'est parce qu'ils ont aussi autre chose à faire. Mais justement, quand l'enfant est devant l'écran, les adultes ne pensent plus à lui parler. Et donc à l'encourager à mettre en mots, à verbaliser. Et donc, le langage, l'apprentissage du langage n'est pas étayé par un adulte et encouragé par cet adulte. Et pourtant, on sait bien que l'échange verbal adulte-enfant est absolument essentiel pour cet apprentissage. Et puis aussi, on a remarqué que les enfants devant les écrans ne babillent pas. Vous savez, quand ils jouent avec des jouets, des petites voitures ou autres, ou des poupées, et là, je ne mets pas de genre sur ces jouets, eh bien, les enfants, ils émettent des petits bruits de bouche, ils babillent. Et en fait, devant un écran, l'enfant ne babille pas et de toute façon, il ne s'entendrait pas babiller. Or, on sait que ce sont les prémices du langage, vous voyez. Alors, c'est très ennuyeux parce que quand l'enfant arrive au CP, il a un bagage de mots beaucoup moins important que ceux qui n'auront pas passé trop de temps devant les écrans. Voilà, donc il arrivera en CP pour les premiers apprentissages avec déjà un handicap. Justement, puisque vous parlez de forme de retard, vous employez le mot handicap, justement, j'aimerais revenir, créer une petite parenthèse, notamment sur certaines observations de médecins, donc plusieurs médecins, dont le docteur Sylvie Giosica ou le docteur Anis Ducanda, qui ont observé justement dans leur pratique, donc en pédiatrie, des symptômes qui pouvaient être assimilés à des troubles du spectre autistique chez de très jeunes enfants, avant 3 ans, dont justement elles ont fait plusieurs observations. Et donc on reviendra plus tard justement sur la question de l'irréversibilité de ces symptômes. Mais justement, voilà, c'est l'une des explications, par rapport à ce que vous disiez, qui peut être en lien, justement, avec les écrans. En tout cas, sur la dimension du langage notamment, mais pas que. Oui. Alors, c'est vrai que pour ma part, je fais très attention pour évoquer justement les troubles associés à l'autisme parce que je crains que ça crée de la confusion dans l'esprit des gens, même si ces médecins disent bien que ça s'apparente à. Hein,
Mais donc j'évite d'utiliser le mot d'autisme dans ce cas-là. Mais c'est vrai qu'on a affaire à des enfants, par exemple, qui ne s'expriment pas, et bien on verra, puisque je comptais aborder la question de la motricité, justement, qui ne développent pas leur motricité fine et globale. Et tout ça parce que justement, les expériences concrètes deviennent plus rares, alors qu'elles sont justement absolument essentielles au bon développement de cette motricité fine et globale. Par exemple, il y a certains enfants qui ne savent même pas ce que faire d'un ballon, ou alors qui ne comprennent pas que quand ils font une tour avec des cubes, s'ils enlèvent le premier cube de la tour va s'écrouler. Bien sûr, sur une tablette, ce sera très différent, vous voyez. Et donc, il y a justement une orthophoniste qui me disait, dans une enquête que j'ai réalisée il y a quelque temps, elle me disait que il faut que toutes ces expériences concrètes, justement, que tout soit vécu kinesthésiquement, de façon à ce que l'enfant puisse comprendre ce qui se passe et puisse le répéter, le reproduire. Voilà, donc pour la partie motricité, c'est vrai que c'est aussi très très important. Et vous voyez que par exemple un enfant qui va saisir un jouet, il va utiliser tous ses doigts, il va faire beaucoup d'efforts hein, peut-être pour aller chercher ce jouet, alors que sur une tablette, il va juste glisser son doigt. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'enseignants en primaire qui voient arriver des enfants qui ne savent pas ce que faire d'un livre. Et ils glissent le doigt sur le livre. Vous voyez, et là, j'ai vraiment eu beaucoup de témoignages de cet ordre-là. Tout à fait, c'est vrai qu'on a eu des retours également sur la tenue d'un stylo, par exemple. Enfin, Oui, voilà, toutes ces choses-là liées au final exactement. à la motricité fine, comme vous abordiez la motricité globale et la motricité fine, effectivement. Mais voilà, c'est vrai qu'il me paraissait important de rappeler aussi justement, de faire vraiment de ne pas tomber dans cette confusion et de bien rappeler aussi aux parents qui peuvent nous écouter, qui peuvent avoir peur en écoutant justement un discours des fois où on va retenir certains mots, on va retenir assimilés au spectre autistique, on va retenir le mot autiste et c'est pas forcément l'idée principale. Voilà. Oui, oui. Donc c'est pour ça que c'était important aussi de rappeler ça tout à l'heure. Donc on a parlé de langage, donc de tout ce qui est expression, communication. On a parlé de motricité globale, motricité fine. On a observé également d'autres impacts Oui, bien sur la sûr. santé et le développement. Oui, tout à fait. Sur le sommeil, les écrans sont préjudiciables au sommeil quantitativement et qualitativement. C'est-à-dire que les écrans vont parfois réduire la durée de la nuit, réduire donc le temps de sommeil. Et des enfants qui sont placés devant un écran avant de se coucher, eh bien, ils vont avoir une qualité de sommeil moindre. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un sommeil beaucoup plus agité, beaucoup plus perturbé, parce que ça n'est pas sans effet non plus sur le psychisme enfantin, ça peut entrer en résonance avec émotionnellement, avec des choses qu'il aura vécues dans la journée ou avant ou après. Enfin, vous voyez, donc au niveau du sommeil, c'est aussi très, très important et on va voir tout à l'heure dans la règle des 4 pas proposée par Sabine Duflo que on conseille pour justement que l'enfant ait un bon sommeil, on conseille de ne pas mettre d'écran dans la chambre et d'éteindre tous les écrans avant 1 heure ou 2 heures avant le sommeil, avant le coucher. Oui, c'est vrai que certains professionnels de santé m'ont fait part aussi que
En tant que parent, on peut avoir tendance à confondre l'heure du coucher et l'heure du sommeil. Vous voyez, ou le moment où on va éteindre la lumière. Donc là, on parle du moment où on éteint la lumière. Voilà. Donc, pas le moment oui, d'endormissement. Voilà. Voilà. Et je voulais aussi parler de justement pourquoi aussi ça intervient sur le sommeil. C'est parce que on a les écrans, des écrans émanent une lumière bleue qui empêche ou qui va retarder la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. C'est pourquoi, oui, il faut absolument éviter tout écran dans la chambre de l'enfant et 1 ou 2 heures avant le moment où on éteint la lumière. Il vaut mieux les moments de, justement, le petit moment là avant d'éteindre la lumière, ça doit être des moments calmes, un moment où on va échanger tranquillement avec l'enfant. Il y a peut-être des petites choses encore à dire avant de s'endormir, où on va raconter une petite histoire adaptée à son âge. C'est vraiment ces petites choses-là qu'il faut privilégier. Voilà, donc le sommeil, et puis également la vue. Moi, on m'a dit dans mon enquête aussi que, alors je n'ai pas de chiffres, mais ce sont des observations qu'ont faites certains médecins ou infirmières de PMI, que maintenant on mettait beaucoup plus de lunettes aux enfants dans les classes. Donc en CP, comme il y a une visite de PMI en CP. Donc à ce moment-là, on va détecter quand même quelques problèmes. Il faut savoir aussi justement, pour expliquer ces problèmes, que les écrans mobilisent une vision de près. Or, il faut que les enfants exercent aussi bien leur vision de loin que leur vision périphérique. C'est pour ça que justement le temps d'écran doit être très réduit, puis on va voir à partir de quel âge, etc. Mais quand l'enfant est tout petit, c'est important aussi de sortir, de l'aérer, on sait bien, et puis d'attirer son attention sur des choses qui sont très éloignées de sa vue, par exemple un oiseau dans un arbre, ce qui n'empêchera pas de regarder la petite coccinelle qui se balade sur le brin d'herbe. Vous voyez, là, toutes les potentialités de l'œil sont exercées. Donc voilà, c'est important de savoir que les écrans mobilisent une vision de près. Par ailleurs, se rappeler également que les enfants n'ont pas une vision claire dès le début. Vous savez que la vision est trouble et que la maturité, l'acuité visuelle se fait autour de 4-5 ans. Donc, imaginez le tout petit de 6 mois, c'est pour ça que c'est aberrant que des chaînes de télévision se proposent aux enfants à partir de 6 mois, c'est qu'à 6 mois, la vision est encore trouble. Donc, ce sont encore des raisons qui vont dans le sens de retarder quand même l'exposition aux écrans des tout petits. Voilà, donc la vue. Maintenant, on peut parler peut-être de l'attention et de la concentration. On va repérer cela sans doute plutôt quand l'enfant arrive en primaire. Mais on peut dire, c'est que quand même, les écrans mobilisent une attention exogène, c'est-à-dire elle vient de l'extérieur. Il y a des stimuli, les couleurs, la lumière, etc., qui vont attirer tout de suite le regard. Et donc, c'est une attention qui n'est pas compliquée à mobiliser. En revanche, il y a une attention aussi endogène, c'est-à-dire qui vient de l'intérieur
qui est par exemple mobilisé par des activités de lecture, d'écriture à l'école. Et donc, quand l'enfant est plus petit, qui n'est pas encore scolarisé, un dessin va nécessiter cette attention qui est plus compliquée à mobiliser, mais justement, là, il va l'exercer, cette attention-là, qui va provenir de lui-même, et même des petites activités sportives adaptées à l'âge, etc. Tout ça pour dire que justement, si l'enfant est trop exposé aux écrans, eh bien, il va développer plutôt une attention exogène, qui vient de l'extérieur, et il va arriver en CP avec une attention intérieure beaucoup moins développée. Voilà. Donc, il aura aussi beaucoup plus de mal à se concentrer, à rester tranquille sur sa table pour les apprentissages scolaires qu'on va lui demander. Bien sûr. Voilà. Et puis, ce qu'il faut dire aussi dans les impacts, c'est que l'exposition aux écrans trop précoce va avoir tendance à créer une habitude chez le tout petit. Et s'il prend l'habitude trop vite d'aller la télé, d'utiliser le smartphone du parent ou la tablette du parent, eh bien, cette habitude-là, elle va avoir tendance à persister par la suite. On sait que les habitudes prises dans l'enfance ont tendance à persister par la suite. Donc, il faut éviter que ces habitudes-là se prennent dans la petite enfance. C'est important pour les enfants petits, mais c'est important pour leur devenir. Parce qu'en tant que parent, on peut penser qu'on aura beaucoup moins de difficultés à gérer les écrans quand les enfants seront plus grands, puisque ça aura été bien canalisé, pensé pendant sa petite enfance. Voilà, je pense que… Oui, je pourrais parler quand même d'un petit exemple, là, dont je vous ai parlé l'autre jour, d'un dessin animé. Ça, c'est au cours de mon enquête. J'étais en train d'interviewer une psychologue. Elle intervenait dans une halte garderie et elle m'a rapporté un exemple que je trouve très, très intéressant. Il s'agit d'un petit garçon de 2 ans qui allait en halte garderie, donc, et à la halte, le personnel trouvait que ce petit garçon avait une démarche un petit peu particulière. Et en réunion de professionnels, la psychologue, elle interroge l'équipe et elle demande, mais est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Puisqu'il n'y avait aucun signe clinique manifeste qui pouvait expliquer cette démarche. Et il y a une puéricultrice qui a dit, moi, ça me fait penser à Dora l'exploratrice. Il semblait marcher comme Dora l'exploratrice. La fameuse. Voilà. Alors, forte de cette remarque, la psychologue échange ensuite avec les parents et elle leur demande, mais est-ce que votre enfant regarde beaucoup la télé? Et les parents répondent, ah non, non, il ne regarde jamais la télé, excepté Dora l'exploratrice. Et il regardait donc régulièrement tous les soirs et en boucle des épisodes de Dora l'exploratrice et seul, non accompagné. Et vous voyez que à la longue, ce dessin animé, et notamment le personnage principal, avait imprégné sa propre démarche à lui. Il avait incorporé ce personnage. Donc, vous voyez que ça peut avoir aussi une incidence sur la motricité
de cet ordre-là. Oui, c'est en quelque sorte une forme de mimétisme, en fait. Ce que vous nous dites, une forme de oui, mimétisme qui peut être langagier, si c'est un personnage, par exemple, qui va avoir un slogan, une phrase, ou alors une façon de s'exprimer, une façon de réagir, une façon… oui, ça, effectivement, on l'observe. Et c'est vrai que ça nous habite beaucoup en tant qu'enfant, principalement. On est tous passés par là, où on avait des héros, des icônes. Et c'est voilà, pour ça que ça questionne, effectivement, cette question de l'influence, tout à fait, oui. que peuvent Et avoir c'est les vrai écrans. que ça passe beaucoup par le langage, et ça, on savait le repérer. Mais corporellement, comme ça, par l'attitude physique, la démarche, je n'avais jamais eu de cas de cet ordre-là. Et puis, bon, on va terminer sur les impacts, mais c'est vrai qu'ils sont nombreux. Il y a aussi un risque d'isolement chez l'enfant. D'ailleurs, ce petit garçon dont je viens de vous citer l'exemple, c'était aussi un enfant qui était complètement isolé à la halte garderie. Et donc, une fois que parents et psychologues ont pu échanger et que on a remédié aux causes, hein, on les a supprimées, ces causes, eh bien, l'enfant a retrouvé une socialisation normale et une démarche normale. Voilà. Donc, je ne sais plus, oui, c'était juste pour dire que certains enfants avaient tendance aussi à s'isoler parce qu'ils ne parlent pas, on a dit. Donc, ils ont aussi beaucoup plus de mal à communiquer. Voilà. Et en fait, plus généralement, ce qu'on observe, c'est que la passivité dont on fait preuve quand on est face à un écran, quand on consomme un contenu, c'est pour ça on peut être actif, hein, devant un écran, hein, mais Oui. c'est vrai que quand on regarde un contenu, typiquement la télévision par exemple, c'est vrai que cette passivité ne nous encourage pas à nous exprimer. Et on a vu tout à l'heure, vous nous avez expliqué à quel point s'exprimer était important pour le développement de l'enfant. Donc, ça peut derrière amener sur du long terme à une forme d'isolement de l'enfant qui, du coup, ne s'exprimerait pas, etc. Oui. Alors, je voudrais quand même attirer l'attention sur le partage qui a été fait entre écran passif, écran actif, ou plus interactif. Je crois qu'il ne faut quand même pas s'illusionner. La tablette, le smartphone ne valent pas l'interaction entre les êtres humains. Et par ailleurs, il ne faut jamais oublier que les logiciels auxquels ont affaire les enfants et qu'on met sur le marché pour les tout petits sont toujours conçus et pensés par quelqu'un. Donc, la créativité est beaucoup plus limitée que dans les interrelations humaines. Mais de fait, toujours remettre au centre l'enfant et lui prodiguer les opportunités de s'exprimer, de bouger, de crapahuter, etc. Voilà, de vivre, quoi, de vivre concrètement. Bien sûr. Il y a un mot tout à l'heure, je ne sais plus si on l'a évoqué, mais en tout cas, on a vraiment développé cette idée, c'est l'explosion sensorielle dont l'enfant a besoin justement pour se développer à travers tous ses sens. Ok. Donc justement, pour reprendre cette petite anecdote que vous nous aviez racontée sur les impacts négatifs, alors peut-être on peut se poser la question comme ça, comment les déceler? Comment essayer de détecter une forme de dépendance, enfin une forme de mauvaise habitude, d'impact négatif si on en voit chez nos enfants, si ça nous questionne, à quoi il faut être vigilant? Oui. Alors, on peut être vigilant à des signes comme la fatigue. Les enfants fatiguent très vite, hein. Plus ils sont jeunes, plus ils fatiguent devant les écrans. On peut aussi être attentif à son désir de passer à autre chose. C'est pourquoi on va voir que les écrans nécessitent des compétences. Il faut que l'enfant soit en mesure de quitter l'écran pour aller chercher un jouet et faire autre chose.
ces temps d'écran, de toute façon, seront courts, même à l'âge de 3 ans. C'est très court. Il faut qu'ils puissent varier ses occupations. Et puis, autre symptôme qui pourrait nous alerter, c'est l'agitation, la nervosité. Parfois, les enfants peuvent être comme ça, agités pendant et après. Donc, voilà, là, ce sont des signes d'un trop d'écran. Alors, par ailleurs, parfois, les parents me disent aussi, quand je donne des conférences, mais si je lui enlève l'écran, il fait une crise. Alors là, c'est vraiment un signe de trop d'écran. S'il y a crise, c'est qu'il est vraiment grand temps de revenir à un usage des écrans plus raisonnable, hein, à réduire le temps d'écran. Normalement, un enfant qui est devant les écrans, et là j'entends à partir de 3 ans, s'il n'y passe pas trop de temps, s'il a des activités variées, et à un moment il est devant l'écran, on lui demande d'éteindre, il ne va pas faire une crise. Il va peut-être dire « Oh, il va chouiner un peu, mais il ne va pas faire de crise. » Vous voyez, c'est vraiment un signe. Voilà. Je ne sais pas, je pense avoir fait le tour à peu près, mais c'est à ces signes-là que je pense qu'on peut prêter attention pour éviter le trop d'écran, le trop plein d'écran et les conséquences qui vont avec. En fait, ça revient à apprendre à distinguer frustration et débordement émotionnel, justement, surplus d'informations qui génèrent justement une colère, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Et les frustrations, elles font partie de la vie, donc ça fait partie des apprentissages. Et je crois que c'est important que l'enfant puisse les vivre, ces frustrations, pour voir aussi qu'on peut passer par là-dessus et trouver d'autres intérêts ailleurs. Ça peut être bénéfique au final. Mais c'est vrai que j'ai bien conscience que ça demande beaucoup d'énergie quand on est parent et aussi une bonne dose de créativité. Parce qu'il faut pouvoir détourner l'attention, proposer autre chose. Donc, voilà, c'est le quotidien et c'est pas toujours facile. Mais c'est jouable. S'il y avait un mode d'emploi pour être parent, bien sûr, je pense que tout le monde serait preneur. C'est ça, exactement. Et c'est vrai, il y a également des études qui montrent qu'on peut commencer à devenir agressif devant un jeu vidéo au bout de 20 minutes. Et ça, c'est quelque chose qui, du coup, est assez intéressant. Nous, en intervention avec les petits, avec les jeunes, souvent, on prend l'exemple d'un jeu très, très connu. On prend Mario Kart, par exemple, ou d'autres. Oui. Et souvent, on leur demande, alors si tu perds à la toute première course, dans quel état tu te sens? Alors, ils nous disent, bon, mais c'est la première, c'est la partie de chauffe, etc. Donc, émotionnellement, en fait, l'idée, c'est de les amener à se questionner sur leurs émotions lorsqu'ils sont devant les écrans. Et c'est très intéressant parce que quand on repose la même question, mais on leur dit, ça fait une demi-heure que tu joues, et puis là, c'est la dernière course, c'est le dernier tour. Donc, on met un petit peu on met un contexte un peu plus... avec un peu plus d'enjeux. Donc, les émotions, elles sont plus difficiles à contrôler. Et là, c'est là qu'on voit des enfants qui nous disent « Ah, mais moi, j'ai carrément… moi, là, c'est le moment où je m'énerve. » Ou pas, d'ailleurs. C'est là que c'est intéressant de voir que chacun gère leurs émotions différemment. Donc, voilà, c'est très intéressant, justement, l'approche émotionnelle. C'est très important de questionner son enfant sur dans quel état émotionnel il se sent, il se trouve face au contenu qu'on lui propose. Justement, on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est des questions qui sont super, super importantes et qui permettent, en tout cas, en tant que parent, de se questionner, de diagnostiquer un petit peu pour savoir si le moment où on propose des écrans à son enfant est opportun, bénéfique, vertueux, est-ce qu'il apporte quelque chose, etc. Donc sur ça, c'est vrai que c'est intéressant.
Je vous propose qu'on revienne sur justement les impacts dont on parlait tout à l'heure, sur les impacts des écrans, les conséquences en quelque sorte face à une surexposition, etc. Est-ce que Mhm. ces conséquences sont irréversibles? Alors, jusqu'à preuve du contraire, non. Les impacts ne sont pas irréversibles. On a pu observer que quand on supprimait la cause, euh, par exemple d'un retard de langage, etc., la cause, c'est l'écran. Si on supprime l'écran, eh bien, le langage va se construire et il va se mettre en place. On va observer les mêmes choses au niveau moteur. L'enfant va pouvoir développer tout son potentiel. Donc, c'est le point positif dans tout ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas dramatiser. C'est Bien sûr. important d'informer, mais sans dramatiser. Je crois que le fait de savoir que ce n'est pas irréversible, qu'on peut aider l'enfant dans son développement en supprimant ou réduisant les écrans, eh bien, c'est quand même très positif. Bien sûr. Et tout à l'heure, justement, vous évoquiez ces compétences qui seraient nécessaires pour bien utiliser les écrans. Est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus? Oui, tout à fait. Parce que parfois, on demande à partir de quel âge on peut mettre un enfant devant un écran, à partir de quel âge, pour les plus grands, on peut donner un smartphone à notre enfant, etc. Eh bien, moi, j'essaye de mettre en avant les compétences parce que ces outils-là nécessitent des compétences. Alors, est-ce que l'enfant a ces compétences? Est-ce qu'il a la maturité suffisante? Eh bien, pour les tout petits, on va parler de différentes compétences. Déjà, une toute basique, il faut qu'il ait acquis la marche. Pourquoi? Parce que la marche lui permet d'aller à droite et à gauche. Donc, s'il est devant l'écran et qu'il veut passer à autre chose, il reste libre. Alors que s'il est assis dans un transat, équipé d'un bras pour recevoir une tablette, il est prisonnier de l'écran. Donc, pour moi, déjà, qu'il ait acquis la marche. Ensuite, c'est important aussi qu'il soit en mesure de parler pour exprimer ses émotions, parce que l'enfant n'est pas sans éprouver des émotions devant les dessins animés auxquels il est exposé, etc. Donc, qu'il ait quand même un petit bagage de mots qui lui permettent d'échanger avec son parent. Et être en capacité aussi d'associer le monde en deux dimensions de l'image au monde en trois dimensions, son monde réel. Hein. Et également, savoir que l'image n'est que représentation. Ça, c'est important. Il y a eu des études scientifiques qui ont été conduites par des chercheurs anglo-saxons. Je vais résumer parce que ça s'est fait en plusieurs étapes, mais ça montre bien justement, ça démontre bien les compétences nécessaires. Un enfant de 2 ans, on l'a introduit dans une pièce, un petit salon, et devant lui, on a caché une peluche derrière un canapé. Et on lui a demandé de retrouver la peluche. Là, il la retrouve. On a fait le geste devant lui. Mais on a refait ce geste après, dans une autre étape de l'expérience, à travers un écran de télévision. Il s'agissait de la même pièce, de la même peluche, du même canapé. On a caché toujours la peluche derrière le canapé. Ensuite, on l'a fait entrer dans cette pièce. Eh bien, l'enfant de 2 ans ne retrouve pas cette peluche. Parce que pour lui, il n'a pas acquis, là, il y a des compétences cognitives qui sont nécessaires. Il faut qu'il comprenne
que l'image n'est que représentation. Et ça se fait un peu plus tard. Alors, ces chercheurs ont pu observer qu'à 2 ans et demi, c'est ce qu'on appelle le déficit vidéo, justement. Tout à fait. Vers 2 ans et demi, ce déficit vidéo commence à disparaître. Et à 3 ans, il a complètement disparu. Vous voyez? Parce qu'il faut aussi... tous les enfants ne lisent pas de la même façon. Leur maturité elle se fait à différents degrés selon les uns et les autres. Mais vous voyez, on sait qu'à 3 ans, ça a disparu. Pour moi, ça permet de comprendre que pas d'écran avant 3 ans, ça prend tout à fait sens avec toutes ces compétences requises. Alors, il y a aussi cette capacité à donner du sens à ce qu'on voit, à ce à quoi on est exposé. Et donc, pour ça, ça demande un accompagnement parental. Et puis, cette capacité à contenir l'expérience psychique que ça suppose. Hein? Donc, contenir les émotions. Et puis enfin, avoir les habiletés optiques requises, c'est-à-dire avoir une bonne vue. Justement, je prends souvent comme exemple des photographies qui ont été réalisées par des spécialistes de la vue de l'université de Nantes là, et ils ont photographié un petit ours à 6 mois, à 8 mois, enfin différents âges, jusqu'à 4-5 ans. Et là, effectivement, on voit ce que voit un bébé. C'est intéressant de se rendre compte, parce que sinon, nous, on se projette et on prend le tout petit comme un adulte en réduction. Non, c'est pas ça. Donc, il faut vraiment être attentif à tous ces éléments-là. Voilà, en gros, les compétences requises pour être exposé aux écrans. Très bien, merci beaucoup. C'est vrai qu'on le voit aussi sur des jouets pour enfants où on voit des fois le même schéma avec du coup selon les âges de l'enfant, on voit la façon dont évolue la vue de l'enfant. Je trouve ça très intéressant. Donc justement, la question, j'ai envie de dire, l'une des questions les culminantes, comment introduire les écrans dans le développement de l'enfant tout en le respectant? Oui, alors, bon, à partir de 3 ans, ça semble possible, enfin c'est possible, mais ça n'est pas obligatoire. Hein, parce qu'on m'avait fait remarquer, oui, mais tu dis à partir de 3 ans, bon, à partir de 3 ans, on fait ce qu'on veut. Ben, non, et puis ce n'est pas obligatoire. Hein, ça ne va pas encore manquer à l'enfant s'il n'est pas devant les écrans à 3 ans. Parce que 3 à 6 ans, c'est encore très important, les expériences concrètes, aller jouer dans la nature, voilà, parfois se faire mal aux genoux quand on tombe, etc. Tout ça, c'est de l'expérience qui s'emmagasine et qui enrichit l'enfant aussi bien intellectuellement qu'au niveau émotionnel. Donc, voilà, je dis à partir de 3 ans, c'est pas obligatoire. Et si ça se fait à partir de 3 ans sur une durée très courte, moi je dirais moins d'1 heure. Des fois on dit 1 heure, mais je trouve que c'est encore beaucoup. Et de toute façon, jamais seul. C'est important que l'enfant soit accompagné. Et ça peut être un moment de plaisir partagé entre parents et enfants. Parfois, les enfants, ils aiment bien qu'on s'asseye avec eux sur le canapé pour regarder un dessin animé. C'est une occasion. Là, on va pouvoir gérer le temps et puis on va pouvoir en parler après. Et on va mobiliser le langage chez l'enfant, sa capacité
à dire ce qu'il a vu, ce qu'il a compris et ce qu'il en pense. Et cette distanciation vis-à-vis des images médiatiques et multimédiatiques, eh bien, elle va commencer à s'apprendre et se prendre dès ce moment-là. Voilà. Et effectivement, non, mais c'est super intéressant justement, puisque ça fait écho à plein de choses et je vois malheureusement l'heure qui tourne et on va Oui. devoir, on va devoir bientôt. Non, non, mais c'est très bien et on vous remercie. Mais effectivement, voilà, ça permet aussi d'aborder la question des fratries, qui est souvent une difficulté supplémentaire. Donc, effectivement, où il est super important face à pour le petit enfant, s'il a une fratrie, voilà, d'éduquer les aînés, de les responsabiliser au maximum pour que justement il y ait une sorte de modèle bénéfique qui soit installé. Et tout ce que vous disiez faisait écho au final à tous les besoins physiologiques dont les enfants ont besoin. Est-ce qu'on peut peut-être toucher un petit mot sur les besoins, les besoins des enfants pour être en bonne santé et bien se développer? Oui, alors les besoins. On n'avait pas parlé des alternatives aussi, mais on pourra en parler éventuellement pour conclure. Alors, effectivement, moi, j'ai tendance toujours à remettre en avant les besoins de l'enfant, puisque c'est ça qui est primordial. Donc, l'enfant, le tout petit, et plus l'enfant est petit, plus plus les besoins physiologiques sont importants. Donc, c'est bien manger, bien dormir, les soins corporels, etc. Mais dans le même temps, il a aussi besoin d'affection, de sécurité affective, etc. Et puis, il a aussi besoin de bouger. Petit à petit, on va voir que son corps, il découvre son corps, il découvre l'espace. Donc, il a besoin de bouger, il a besoin de crapahuter, il a besoin d'éprouver le monde par son corps et par ses sens. Et il a aussi besoin qu'on l'écoute, qu'on s'adresse à lui, qu'on l'aide à mettre des mots sur ses émotions. Et puis, il a besoin d'être rassuré. Donc, voilà, tous ces besoins-là sont importants. Et une fois qu'on les a bien à l'esprit, eh bien, on va se demander si les écrans répondent à ces besoins-là. Vous voyez, on pourrait faire 2 colonnes, les besoins de l'enfant et comment les écrans répondent à ces besoins-là. Vous allez voir de vous-même que c'est vraiment les parents, l'environnement adulte immédiat qui va répondre à ces besoins-là. Voilà. Et sinon, justement, dans les besoins, eh bien, on va placer toutes les alternatives aux écrans, c'est-à-dire justement la découverte de la nature, les jeux. Il y a des jeux très traditionnels qui passent d'une génération à l'autre, même d'intérieur. Quand il pleut, jouer à cache-cache. Écoutez, moi, ma grand-mère à cache petit papier. Vous voyez, c'est pas compliqué, ça coûte pas cher, mais on cachait un petit papier quelque part dans la pièce et c'était une joie d'enfant, justement, de trouver quand on nous disait tu brûles, tu refroidis, etc. Ce sont des jeux que les enfants adorent toujours. Vous voyez, donc, je dirais aussi que, et ça, ce sont les orthophonistes dans mon enquête qui me l'ont souligné, qu'il ne faut pas oublier d'apprendre aux enfants à participer aux tâches quotidiennes. Et par exemple, ça peut être un jeu de laver des carottes et plus tard, quand on est assez sûr de soi, de les éplucher. Ça peut être un jeu de ranger sa chambre et d'apprendre à ranger les jouets par catégorie. Vous voyez, c'est un jeu et c'est un apprentissage. Donc,
L'aide aux tâches ménagères, c'est aussi une activité alternative. Et puis, il y a bien sûr les spectacles de marionnettes, théâtre, la musique, enfin tout ça, toutes ces activités-là vont prendre du temps à l'enfant et ils vont sûrement l'intéresser. Il va s'impliquer et du coup, les écrans vont prendre juste la part qui leur revient, mais pas plus. Ils ne vont pas envahir la vie de la famille et la vie de l'enfant. Voilà, ce sera peut-être ma conclusion. Ah oui, il y avait la règle des 4 pas aussi, dont on avait dit qu'on aurait parlé. C'est vrai que pour terminer, on peut reprendre la règle des 4 pas qui a été imaginée par Sabine Duflot, une psychologue qui travaille beaucoup sur ces questions. Donc, elle propose, alors je trouve que c'est intéressant parce que c'est aussi bien le pas négatif que le pas vers une réduction d'écran. Donc, pas d'écran le matin. Combien de professionnels de l'enfance m'ont dit que les enfants regardaient la télé avant d'aller en classe? C'est vrai, il y a des émissions dès 5 heures du matin, des dessins animés dès 5 heures du matin. Et oui, mais voilà, c'est pas parce que c'est proposé par les chaînes que c'est bon pour les enfants. Donc, pas d'écran le matin, pas pendant les repas, parce que le repas, c'est vraiment important et c'est un moment où parents et enfants peuvent échanger, où les enfants peuvent parler de leur journée, etc. Pas avant le coucher, donc on éteint, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1 ou 2 heures avant de se coucher, et pas dans la chambre à coucher. Voilà, pas dans les chambres, hein, parce que ça, c'est vraiment très, très nocif pour la santé de l'enfant. Voilà, et pardonnez-moi d'avoir trop parlé. Non, non, mais au contraire, ne vous excusez pas, c'est super. On pourra encore, je pense que au vu des gens qui restent, et on pourrait vous entendre encore parler pendant des heures, tellement c'est fort intéressant. Donc, merci encore énormément. Et c'est vrai que pour rejoindre ce que vous disiez par rapport aux écrans dans la chambre, c'est vrai qu'en fait, c'est souvent ce que nous disent également les parents, ça vient enlever de la valeur à tout ce qui est autre que l'écran dans la chambre de l'enfant. Et c'est ça qui est aussi, alors en plus, bien entendu, d'être un petit peu en vase clos, c'est-à-dire que quand l'enfant utilise un écran dans une pièce commune, le parent, bien souvent, peut avoir une sorte de vision voilà, veiller au contenu, en fait, très clairement, à ce que voit l'enfant, tandis que dans la chambre, la porte est fermée, la porte est fermée. Voilà. Et en fait, par rapport aux activités alternatives aussi, par rapport à ce que vous disiez, ça remontre à quel point la créativité et l'imagination des parents est sollicitée pendant les jeunes années d'un enfant. Et sur ce point-là, effectivement, aujourd'hui, la richesse d'Internet permet de proposer tout un tas d'activités gratuites. Et donc, c'est là où justement le numérique peut être un allié en tant que parent, j'insiste là-dessus. Nous, sur notre site internet, horizon1.fr, on a fait un Padlet, enfin 2 Padlets d'ailleurs pour les tranches d'âge différentes, que vous pouvez retrouver. Et dedans, on a mis plein d'exemples d'activités alternatives aux écrans. D'accord? Donc, c'est justement là pour essayer de donner peut-être un petit coup de pouce comme ça à certains parents qui, des fois, on est fatigué de sa journée, on ne sait pas forcément sur quoi se lancer. Et c'est vrai que ça peut être des fois simplement une idée comme ça, facile à mettre en place. Alors, c'est bien que vous le fassiez à Horizon Multimédia parce que sinon, il faut chercher sur Internet quand même pour trouver les activités de qualité. Parce que moi, j'explore par exemple les sites Internet des chaînes de télévision qui proposent des émissions pour la jeunesse. Eh bien, dans ces sites Internet, on va trouver des choses pas forcément intéressantes, pas riches. Ça va être du coloriage, mais sans sens, vous voyez. Donc, il faut pouvoir, et ça, c'est vrai que c'est bien de relayer les sites intéressants, de qualité qu'on a pu repérer et qui peuvent se transmettre de parent à parent. Voilà, je pense aussi que les rencontres entre parents peuvent être très aidantes
parce que chacun peut dire comment il fait, ce qu'il essaie de faire, etc. Et je trouve que ça peut être encourageant. Pour moi, ce qui est important, c'est la qualité du lien parent-enfant. Et pour ne pas être trop pris avec les écrans, c'est vrai qu'il faut aussi, en tant que parent, qu'on donne l'exemple, c'est sûr. Mais vous voyez, des fois, ça peut être, quand les enfants grandissent, c'est un peu un jeu. Hein. Par exemple, on peut s'entraider à ne pas utiliser les écrans à table, par exemple. Hein, on est dans une discussion, puis on a envie de vérifier un mot, hop, on va chercher le portable pour aller sur Wikipédia. Alors là, on peut dire, ah, on est à table, c'est pas le moment. Mais vous voyez, ça peut être fait et avec humour et avec bienveillance. Tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, si on résume, on n'a pas besoin d'être un expert, on n'a pas besoin d'être un expert du numérique, on n'a pas besoin d'être un expert du développement de l'enfant. L'idée, c'est simplement de comprendre en fait les grands enjeux autour des écrans qui convergent souvent vers les mêmes problématiques. On a parlé de la surexposition, donc le temps d'écran précoce. On a parlé des contenus qui peuvent être inappropriés, mal compris, etc. par l'enfant. On a rappelé justement les besoins physiologiques des tout petits et la place des écrans dans ces besoins. Et donc d'y répondre avec une solution adaptée pour votre enfant, pour vos enfants, qui vont être différents à chaque fois. C'est pour ça que quand vous parlez du partage d'expérience, c'est super intéressant parce que ce qui va fonctionner chez quelqu'un ne va pas fonctionner chez quelqu'un d'autre, mais peut-être chez une autre personne également. Tous les enfants et tous les parents sont différents également. Donc, mais c'est vrai que cette capacité de résilience et d'esprit critique que nous, adultes, on peut avoir, on peut développer, c'est absolument pas la même chez l'enfant. C'est pour ça que c'est très important de jouer ce rôle d'éducateur auprès de son propre enfant et d'amener vraiment progressivement les écrans. Donc voilà, c'est pas uniquement le temps qui est passé, mais plutôt ce qu'on fait de ce temps-là et de ce qu'on ne fait pas quand on est devant les écrans, à savoir le dialogue, la communication, les activités en famille, les activités physiques et sportives, voilà, tout ce que vous avez mentionné plus tôt. Donc voilà, je tenais à vous remercier encore une fois, Madame Hatton-Hervé, c'était très agréable de vous avoir pour toutes les informations que vous nous aviez transmises. Merci également à tous ceux qui ont participé. Sinon, voilà, on vous invite à nous suivre sur les réseaux pour le replay qui sera posté dans les prochaines semaines. Et puis voilà, restez connectés. Merci à tous.